C'est très intéressant, les deux présentations et celle de Judy. Je vois que Judy s'est jointe à nous. On n'a pas eu le bénéfice de sa présentation, mais aussi Arin qui a fait ce commentaire. Ça nous ramène à l'essence même du droit du travail que nous enseignons pour la plupart d'entre nous. Et je vois dans la salle ici mes collègues de Montréal ou du Québec en droit du travail. Et je vais partir avec cette question que Ruth et David nous ont soumises. Nous avons ici, à l'Université de Montréal, 3 unités qui enseignent le droit du travail. Il y a la faculté de droit, et c'est René-Claude et moi qui y intervenons. On enseigne le droit du travail. On l'appelle le droit du travail. Il y a l'École de relations industrielles, Industrial Relations Schools in North America, that have disappeared from the scene to be replaced by HR or management or HR schools. But still, we continue to teach labor law, which might be called, et je vois Julie, par exemple, je vois Isabelle, qui, elle, et Michel, évidemment, Michel est l'archétype du droit du travail dans les écoles de relations industrielles. Et il y a Urbana qui est ici là. Urbana enseigne le droit du travail ici au HEC, unité séparée de l'Université de Montréal, qui est l'équivalent, excusez-moi les gens des HEC, mais de la faculté de management de l'université. Enseignons-nous tous les les 3 unités, enseignons-nous le même droit du travail ou pas? Je pense que ce qu'on doit conclure, et ce qui est à mon avis exact, nous enseignons le même droit du travail, mais pas dans la même perspective. Et pas dans les mêmes buts non plus. Et ce qui ressort, et dans les deux présentations, en fait, ce qui ressort, c'est que le droit du travail n'est pas l'économie. Est-il le reflet de l'économie ou de la constitution économique? Bien, plus ou moins, plus maintenant qu'antérieurement. Et le droit du travail, labor law, c'est un droit qui s'adressait au conflit inhérent que vous avez mentionné, bien sûr, le conflit d'intérêts entre la classe des travailleurs et la classe dominante. Vous voyez poindre à l'horizon le paradigme marxiste qu'on a passablement écarté, mais qui est toujours, à mon avis, présent. Il y a un conflit d'intérêts inhérent. Ce conflit d'intérêts inhérent doit être accommodé dans nos économies capitalistes. Et le droit du travail en est un outil d'accommodement. Antérieurement, c'était essentiellement le droit des rapports collectifs du travail, l'économie du travail. Et il s'agissait de se demander, est-ce que c'est en forte opposition avec les intérêts de la classe dominante ou si on peut les accommoder? En fait, il y avait 2 écoles. Aux États-Unis, c'était vraiment très évident. Il y avait les pluralistes industriels qui disaient, bien, c'est une partie de le droit du travail s'inscrit dans notre système et on doit le voir comme ça. Et d'autre part, il y avait aussi cette autre vision des choses où il fallait absolument éviter. Et c'est là la différence tout de suite au point de départ. Dans les écoles de commerce, dans les écoles de management, le droit du travail, en fait, on devait l'apprendre pour tenter d'éviter la manifestation des ouvriers, d'éviter le syndicalisme. To have the firm remains union free. Et le droit du travail du côté patronal, c'était essentiellement de se servir du droit du travail pour éviter d'avoir une syndicalisation trop importante. Ça a réussi passablement. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là.
Et on n'en est plus là tout simplement parce que le mouvement syndical s'est passablement estompé. Il a pratiquement disparu juridiquement parlant, je dirais, sociologiquement, peut-être un peu moins, mais pensons aux États-Unis. Et c'est là que c'est intéressant de voir la différence de perspective sur le droit du travail. Arendt dit, c'est très étrange pour moi, dans ma partie du monde où je suis, de parler de droit du travail, de HR law, de droit du travail des ressources humaines. C'est une réalité qui n'existe pas dans la qualification du droit du travail en Europe continentale. Étrangement, ça n'existe pas au Québec non plus. Au Québec, on ne parle pas de droit des relations humaines ou des ressources humaines, mais on parle de droit de l'emploi, ce qui est déjà une nouveauté. Labor and Employment Law, on a ici au Québec, on a décidé de changer la dénomination de notre droit du travail pour dire droit du travail et de l'emploi maintenant. Et c'était essentiellement pour tenir compte je ne dirais pas de la marginalisation, mais de l'écart qui grandissait entre le mouvement de la négociation collective, de la syndicalisation, qui devenait de moins en moins importante, et ce développement d'un droit du travail à l'extérieur de l'autonomie collective, à l'extérieur de la négociation collective, essentiellement par l'intervention du législateur. Judy avait a signé un article célèbre il y a longtemps maintenant, Judy, où elle parlait de labor standards as the little sister of labor law. La petite sœur a grandi. Et maintenant, on a un droit du travail qui, essentiellement, n'est pas le droit des rapports collectifs du travail. Et c'est ce droit du travail-là que nous devons enseigner maintenant, que nous devons présenter comme une réalité, et laquelle réalité, bien, de plus en plus, c'est un droit du travail qui a gommé le conflit d'intérêts, je crois, qui s'est rapproché de la constitution économique dont Michel a parlé, et je partage tout à fait l'analyse de Michel, qu'en Amérique du Nord, il n'y a qu'une seule constitution économique qui est fondée sur le capitalisme américain, qui est un archétype de modèle de Solstice, Howland Solstice. Et cette constitution économique s'est imposée de plus en plus, même dans le développement du droit du travail, qui correspond, à mon avis, le droit du travail a toujours correspondu à la constitution économique. On a toujours prétendu que la fonction du droit du travail était bien sûr de protéger les salariés, mais aussi de faire en sorte que le conflit d'intérêts inhérent au capitalisme était viable et permettait d'avoir une classe ouvrière qui, sans être parfaitement heureuse, contribuait au développement de l'économie capitaliste. Le droit du travail a toujours été perçu comme étant un outil essentiel à cette accommodation du conflit d'intérêts. Aujourd'hui, le conflit d'intérêts, il est de moins en moins évident, il est toujours présent, il ne se manifeste plus de la même façon qu'il y a 60 ou 80 ans. Le droit du travail en est le reflet. Et à cet égard-là, on l'enseigne aujourd'hui non plus dans les facultés de management, non plus comme un moyen de combattre la syndicalisation, mais on l'enseigne comme ce qu'il est devenu de plus en plus, comme un outil qui permet aux travailleurs, 0 minute, je n'ai même pas eu l'avertissement de 5 minutes. Ah, je ne l'ai pas vu. Donc, j'ai fait de toute façon. Ce que je retiens de nos présentations, de la discussion qui s'amorce, c'est comment enseigne-t-on le droit du travail aujourd'hui, alors que le droit du travail n'est plus le droit de la négociation collective, mais est un droit qui est beaucoup plus complexe, qui s'adresse beaucoup plus
à l'employé individuellement, dans la mesure où on peut le rejoindre, et le droit du travail a ce défi de s'adresser à des formes de travail qui sont plus salariales. Mais essentiellement, on a un droit du travail qui s'est transformé et cette transformation fait en sorte qu'il est enseigné différemment aussi. Mais à mon avis, ce qu'on n'a pas réussi et ce qu'on ne fera pas encore, c'est que même si on appelle le droit du travail le droit des ressources humaines, il demeure que le droit du travail devrait toujours chercher à protéger le travailleur avant de chercher à accommoder les intérêts de l'entreprise. Et non seulement dans la façon dont il est enseigné, mais dans la façon dont il se développe aujourd'hui. Il se développe à l'extérieur des rapports collectifs du travail. Il se développe dans ce droit des accommodements raisonnables, dans ce droit de la prévention du harcèlement psychologique, dans ce droit de la défense de licencier un salarié sans cause juste et suffisante. Mais il ne se développe plus alentour et Arim le soulignait bien, il se développe de moins en moins alentour du voice et de cette capacité donnée aux salariés de s'exprimer dans l'entreprise et dans les conditions de travail ou dans les orientations d'entreprise pour lesquelles ils travaillent. Alors, j'arrête ici. Merci.